Le problème du Tibet, c'est pas seulement un problème qui concerne seulement les Tibétains. Les jeunes parleront plus que le chinois et dès qu'ils vont rentrer à la maison, ils pourront plus communiquer avec leurs grands-parents parce que leurs grands-parents ne savent pas parler chinois. Il y a littéralement des gens qui meurent pour ce drapeau et personne ne sait vraiment pourquoi. Que c'est très facile de faire peur au gouvernement chinois. Il suffit d'être tibétain, parler tibétain et parler aux gens de notre culture. Donc je trouve ça marrant. Avant de trouver la réincarnation du Dalai Lama, si vous voulez, allez trouver la réincarnation de Mao Zedong. Donc, une fois que vous l'aurez trouvé, là on pourra parler. Mais tant que vous n'avez pas fait ça, venez pas nous discuter de Dalai Lama, quoi. Gamin, il y a un film qui m'a obsédé. Ce film, c'est 7 Years in Tibet. Yes, just smile and say yes. It's better that way. No, young or short. It's amazing what you learn in prison. Brad Pitt, les moines, la montagne, le Dalai Lama, tous ces drapeaux colorés avec l'Himalaya derrière, ces gens qui vivent à 4000 mètres d'altitude, et surtout cette idée d'un peuple et d'une culture que le monde entier connaît de nom, mais que personne connaît vraiment. Alors quand j'étais gamin, je savais que c'était un pays, mais je savais pas vraiment où le placer sur la carte. La seule chose que je savais, c'est que mes parents y étaient allés. En fait, chez moi, littéralement dans ma cuisine, il y avait une photo d'eux avec le Dalai Lama. Et mes parents, et notamment mon père, m'expliquaient que c'était vraiment une culture qui l'avait fasciné et qui l'avait complètement changé. Et ça, je pense que ça m'a suivi petit à petit dans mon adolescence et même à l'âge adulte. En fait, j'ai toujours été fasciné par ce pays-là. Bref, tout ça pour vous dire que quand j'ai reçu un message d'une personne qui travaillait dans une association pour les Tibétains, j'ai sauté pour l'occasion pour en faire une interview. Vous allez le voir, c'est le genre de témoignage qu'on entend très rarement, alors pas parce que les gens ne s'intéressent pas au Tibet, mais plutôt parce que la Chine exerce une véritable pression sur les Tibétains, peu importe qu'ils habitent au Tibet ou s'ils sont expatriés, et donc c'est assez dangereux quand même pour un Tibétain de parler du Tibet aussi ouvertement. Bienvenue dans cette vidéo où vous allez découvrir le Tibet sous un nouvel angle. Merci encore à l'association Vitag d'avoir répondu à mes questions. Et si cette vidéo permet ne serait-ce à une personne de comprendre un peu mieux ce que les Tibétains vivent au Tibet, c'est gagné. Vu que la vidéo est un peu longue, j'ai mis un chapitrage juste en dessous. Donc s'il y a des parties qui vous intéressent un peu moins, vous avez juste à sauter. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao ciao et on se rejoint à la fin de la vidéo. Bienvenue à toutes et à tous sur On va voir ailleurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir. Tu vas pouvoir te présenter. On est là aujourd'hui pour parler un peu de la culture, des traditions tibétaines. Même, on va survoler un peu l'histoire aussi du Tibet. Avant ça, j'aimerais juste que tu te présentes rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, écoute, n'hésite pas si tu peux te présenter. Écoutez, je m'appelle Tenzin Chögyel, je suis tibétain, enfin franco-tibétain. Et je vis en France depuis maintenant un peu plus de 13 ans. Et je suis arrivé en France à l'âge de 11-12 ans, je dirais. T'es né où, du coup? Moi, j'ai grandi entre des camps de réfugiés au Népal et en Inde avant d'atterrir en France. Donc c'est dur de répondre à cette question. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des conditions que tu as pu avoir dans ces camps de réfugiés quand tu as grandi? Dans ces camps de réfugiés, franchement, on était dans une situation où tout le monde vivait à peu près de la même manière, tout le monde était solidaire parce qu'on était tous dans cette même situation, dans cette même galère. Je me suis jamais senti comme si j'étais dans un camp de réfugiés. Après être arrivé en France, parfois il y a des choses dont je me rends compte qui n'étaient peut-être pas normales, qu'une personne lambda ayant grandi en France n'aurait pas forcément vécu, mais sur le moment même, c'était rien. Je me disais que c'était rien d'horrible. Parce qu'il y avait de la solidarité en fait entre Oui. vous et du coup tu t'en rends peut-être moins compte en plus quand tu es jeune, quoi. C'est ça, il y avait de la solidarité et puis je vivais dans un camp où tout le monde se connaissait. Donc c'était vraiment une très grande famille, tout le monde s'entraidait. Donc par exemple, si jamais il y avait un enterrement, nous on a
nous, par exemple, quand quelqu'un meurt, quelques jours après, en fait, on fait des sortes de préparation de différentes... comment dire, ça peut être des petits cadeaux, c'est pas le bon mot, mais c'est des petits paquets qu'on prépare et qu'on envoie vraiment à tout le monde dans le camp de réfugiés pour justement dire bah, cette personne est morte aujourd'hui, n'hésitez pas à vous rappeler de lui, n'hésitez pas à prier pour lui. Et nous, nos prières, c'est vraiment pour dire ok, je pense à lui et j'espère que son esprit va bien. Vous étiez combien à peu près dans ce camp, tu saurais le dire ou... Ah, c'est ouais, dur de répondre. Je n'ai pas une très bonne estimation. Pour moi, on était beaucoup. Mais là, c'était avec les yeux d'enfant. Donc je pense qu'on était un peu plus de 1000 ou plus, beaucoup plus. Vraiment, je ne saurais pas répondre à ça. Il y avait une école directement? C'est ça. On avait une école. Et bah, si je prends l'exemple d'une école qui existait dans un camp de réfugiés au Népal, bah, c'était une école privée où il n'y avait que des réfugiés tibétains. Donc c'était une école où il y avait pas mal de monde et il y avait également des peuples qui vivaient dans les Himalayas justement, qui envoyaient leurs enfants dans ces écoles-là parce que bah, nous on acceptait tout le monde quoi. Et tu étais avec toute ta famille du coup là-bas? Non, bah, j'étais avec mes grands-parents. Donc ensuite, les parents, bah, comme on vit dans une situation de précarité, souvent en fait les parents ils sont obligés de quitter la maison assez tôt pour aller travailler. Donc moi je me rappelle, ma mère elle allait travailler très loin dans des coins reculés dans les Himalayas pour justement être prof. Donc elle partait pour des mois et elle revenait à la maison, elle restait quelques jours et elle devait repartir. Donc voilà, il y avait nos familles les plus proches, mais on n'était jamais ensemble. Sauf à certains moments de l'année, par exemple le Nouvel An tibétain, on essayait de faire en sorte que tout le monde soit à la maison pour profiter de ce moment ensemble. Et après du coup directement en France, pourquoi la France? Bah, la France, parce que le soft power français, le pays de droits de l'homme. Donc nous, les Tibétains, on est un peuple à qui on a enlevé cette droit, cette liberté. Donc nous, souvent quand on pense à la France, bien sûr, on pense à Paris, la ville de l'amour, mais également à la France comme le pays de la liberté où tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Donc c'est vraiment une idée qui circule parmi les Tibétains. Donc en fait, les Tibétains, même s'ils sont obligés d'apprendre une nouvelle langue en arrivant en France, d'apprendre une nouvelle culture, bah, tout ça ne nous dérange pas parce que le message derrière la France, c'est quoi? C'est un pays de droits de l'homme. Et ayant vu la situation dans d'autres pays, parfois il y a des Français qui sont restés qu'en France, ne se rendraient pas compte de la liberté qu'ils ont. Mais nous, les Tibétains, ou même n'importe quel réfugié qui ont vécu ce genre de situation, c'est à quel point la France est un pays libre. Donc c'est aussi pour ça que pas mal de Tibétains choisissent la France. Petite piqûre de rappel pour les Français, alors. T'as bien raison. Pas Non, forcément, parce que c'est un truc... bah, si on a vécu qu'en France, c'est normal de se dire « Ah, j'ai l'impression que j'ai pas de liberté parce que on n'a pas eu l'opportunité de voir la situation ailleurs. » Donc parfois, on se dit bon, tout ce que je connais, c'est le fait que voilà, Macron, dictateur, etc. Mais au final, quand tu vas dans des pays où c'est vraiment des vrais dictateurs qui sont en place, tu te rends vite compte que ah, finalement, la France, ça va, quoi. Du coup, ça représente quoi pour toi le Tibet? Ça, c'est une très bonne question parce que déjà, c'est tout un pays, toute une culture, donc ça va être très dur de résumer en quelques phrases. Pour moi, je dirais ça représente la communauté avant tout, parce que je ne pourrais pas parler du Tibet d'avant parce que je ne l'ai pas vécu. Moi, le Tibet que j'ai vécu, c'était le Tibet sous la colonisation chinoise, donc les Tibétains qui ont cette douleur commune entre nous. Donc c'est un mélange entre vraiment la souffrance, l'espoir et solidarité. Je dirais c'est tout cet mélange, tous ces sentiments qui font que c'est le Tibet de maintenant. Mais il ne faut pas oublier que le Tibet, c'est pas que ça. Nous, on a notre propre religion culturelle, enfin notre religion qui est le bouddhisme tibétain. Et petit fun fact, il y avait également pas mal de musulmans au Tibet, notamment à Lhasa, qui étaient des descendants de
de commerçants qui passaient sur la route de la soie et qui au final tombaient amoureux des Tibétains ou des Tibétaines et qui se retrouvaient à habiter à Lhasa. Et on a vraiment toute une communauté de musulmans à Lhasa, donc c'est pas mal. Donc il y a aussi toute cette diversité au Tibet qui est pas mal. Et au-delà de ça, tu as le fait que, comme je te disais au début, le Tibet est composé de 3 grandes régions, qui est le Wutsang, de Te, de Me. Donc, et chaque région a sa propre richesse qui est un peu différente des autres. Donc, et également, au niveau de la langue, on a une seule et même langue, mais selon les régions, on n'a pas du tout le même accent. Donc parfois, on a du mal à comprendre un Tibétain qui vient d'une autre région que la nôtre. Et il faut vraiment un temps d'adaptation pour vraiment bien pouvoir se communiquer. Donc c'est vraiment toute cette diversité, en plus de cette histoire commune de la souffrance et de l'espoir, qui définit le Tibet, je pense. Parce que toi, comme tu l'as dit, tu n'as pas connu le Tibet libre, malheureusement. Tu l'as connu que sous occupation chinoise. Tu as pu vraiment aller là-bas, du coup? Non, malheureusement. Ouais, ok. J'ai jamais pu visiter le Tibet. Et puis, moi, je suis issu d'une famille qui a toujours été un activiste. Donc, mon grand-père faisait partie de l'armée de résistance tibétaine. Donc, lui, il faisait partie de la guérilla. Donc, de base, c'était un moine qui a vu la situation se dégrader petit à petit au Tibet et malheureusement qui a fait le vœu de défendre le pays et un peu, je dirais pas de partir du droit chemin, je dirais plutôt d'abandonner ses vœux de moine et de vraiment de vivre en tant qu'humain normal et de défendre le pays parce que dans ce genre de situation, c'est très dur de rester bouddhiste, rester moine quand tu vois tous tes amis se faire tuer un par un, quand tu vois les Chinois arriver chez toi et voler tes terres, violer tes femmes et tuer tes enfants, c'est très dur de se dire ok, je vais suivre la philosophie bouddhiste et pardonner mes ennemis. Donc voilà. Par rapport à ton grand-père, t'en penses quoi de son choix? Bah, moi, je pense que, franchement, très dur à répondre. J'ai jamais réfléchi déjà, parce que j'ai jamais eu une intention de devenir un moine. Mais je pense que c'est un choix qui n'était pas un choix déjà. Parce que avoir le choix, c'est le fait de pouvoir dire non. Donc quand on est dans une situation où dire non, ça signifie la mort de ta famille, c'est très dur. Donc je pense que déjà qu'il n'avait pas le choix. Et s'il avait fait l'autre choix, je ne serais pas là. Donc, pour moi, il a fait le bon choix, je dirais. Ouais. Et un peu grâce à lui, maintenant, il a transmis cet activiste. L'activiste en lui a été transmis à mes parents, qui eux m'ont transmis à moi. Donc, on a ce dire parmi les Tibétains qui est tous les Tibétains nés après 1949 naissent activistes. Donc ça, c'est une idée très forte qui règne au sein de la diaspora tibétaine et même au Tibet même. 2 petites questions. Tu parlais du bouddhiste tibétain. Donc c'est une branche vraiment spécifique au bouddhisme? C'est ça. C'est une branche spécifique au bouddhisme. En gros, dans le bouddhisme, il y a plusieurs branches et le bouddhisme tibétain, c'est la branche du Vajrayana. Alors, il faudra peut-être que je revérifie le nom exact, mais comme le Tibet était un pays isolé, donc son bouddhisme est un peu différent des autres. Souvent, les gens, pour se moquer, disent en fait c'est un bouddhisme dans lequel tu peux accélérer le processus pour devenir un Bouddha. Parce que je rappelle, Bouddha, c'est pas un dieu, c'est un enseignant. Et c'est un enseignant qui a réussi à quitter ce qu'on appelle les 6 royaumes de la souffrance. Donc, du moment qu'on arrive à quitter ce royaume-là, on devient Bouddha. Donc, le Bouddha, c'est un peu comme une sorte de statue. Et il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Et le plus connu, c'est justement le prince népalais qui s'appelait Siddhartha Gautama. Après, tout ce que je dis, c'est à prendre en pincette parce que je suis juste un simple Tibétain qui a entendu les légendes autour du Bouddha. Je ne suis pas un historien ou comment ça s'appelle ?
quelqu'un qui fait des études dans le bouddhisme. Bien quoi. sûr, Donc, bien sûr. Non, non, et voilà. puis c'est subjectif. Je pense Mhm. chacun a sa vision et son interprétation C'est de ça. chaque religion, mais c'est très intéressant d'avoir ton avis quand même là-dessus, Mhm. où tu t'y connais forcément bien plus qu'un Mhm. Français qui ne connaît absolument rien, tu vois, comme c'est mon Mhm. cas, quoi. Tu parlais de 1949, du coup, tu peux Mhm. nous expliquer brièvement ce qui s'est passé 1949, c'est l'année où l'invasion du Tibet a commencé. Donc l'invasion a duré à peu près 10 ans. En 59, officiellement, le Dalai Lama a dû fuir son palais qui était le palais Potala. Donc, l'invasion a vraiment commencé en 49. Mais bon, après c'est discuté. Certains historiens jugent que c'est pas la date exacte, c'était avant ou alors plus tard. Mais voilà, en gros, pour nous, c'est entre 49 et 59. Et le 59 est bien reconnu, je dirais, parce que justement, c'était le moment où le Dalai Lama, sa sainteté, a quitté son palais et a dû fuir en Inde. Et avec lui, il y a eu pas mal de Tibétains qui ont fui. Si je me rappelle bien, il y avait à peu près 80 000, donc un grand nombre quand même. Donc c'est pour ça que la date 1949 revient assez souvent. Ok. Ils ont été forcés, du coup, de quitter complètement le pays parce qu'ils ne pouvaient plus. En gros, l'histoire, c'est que le Dalai Lama a déjà été invité par Mao Zedong à l'époque, le dictateur qui est à l'auteur de plus grand nombre de morts de l'histoire. Il promettait des choses, des grandes choses, parce que, disons-le, Mao, il était vu comme un héros par tout le monde. En fait, c'était donc même chez les Tibétains, on était un peu admiratif parce que sa propagande fonctionnait très bien. Donc le seul arme que Mao avait, c'était la propagande, parce que si on regarde vraiment ce qu'il a donné à la Chine, c'était quoi, 60 millions de morts. Donc merci, merci Mao, quoi. Donc, lui, il était très fort dans la propagande. Donc au moment où il a vu sa sainteté, ce qu'il faut savoir, c'est à l'époque, le Dalai Lama, c'était le chef spirituel, mais également chef politique. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait depuis quelques siècles déjà. Donc il a été invité par Mao Zedong, il lui a fait sa propagande et il lui a dit le Tibet ça serait bien si c'était comme la Chine. Bon, le Dalai Lama à l'époque, il était assez jeune, il a dû prendre le poids d'être le dirigeant spirituel et politique de tout un pays à l'âge de 16 ans. Donc à 16 ans on ne fait pas ça de base. Donc lui il fallait qu'il prenne tout ce poids sur lui-même. Et voilà, ensuite, on connaît un peu l'histoire. On nous a promis des choses, on nous a promis notre pays, notre liberté, notre liberté de pratiquer notre culture librement. Au final, quand on regarde le Tibet actuel, on se rend compte que rien n'est respecté. Donc, dès qu'un Tibétain ose lever la voix, mais pas seulement un Tibétain, hein, qu'une personne qui vit dans le territoire occupé par la Chine ou dans la Chine historique lui-même, il disparaît. Il disparaît. Tu peux être qui tu veux, mais tu disparais. Tu réapparais après quelques mois, mais avec des bleus partout, avec tes organes internes qui sont défoncés. Donc, une stratégie politique que j'ai découvert récemment, c'était également le fait que parfois il y a des gens qui viennent vérifier si les prisons traitent bien les prisonniers. Dans ces moments-là, en fait, il y avait une pratique de justement injecter des substances pour faire grossir les prisonniers, pour faire semblant que ils étaient en bonne santé, ils étaient bien nourris, alors qu'en vérité, ce n'était pas du tout le cas. C'est fou. Tu sais quelle est la propagande et comment médiatiquement ça se passe sur le contrôle de la Chine sur le Tibet? Il y a des Chinois qui voient les Tibétains comme un peuple primitif, qui ont besoin d'être aidés et qui n'ont pas d'éducation et qui sont vraiment des barbares. Moi, ça me rappelle un peu, un peu la façon dont les colons à l'époque justifiaient l'esclavage en Afrique. Donc, ce même chose est utilisé au Tibet. Et ensuite, il y a ce narratif de regardez, nous, on est en train de vous aider et vous êtes ingrats. Pardon, mais toute la richesse de la Chine vient de mon pays. Il y a 90% de lithium qui sont dans nos batteries viennent de mon pays. Il y a
une grande partie des cotons qui vient du région des Ouïghours. Et c'est vraiment des territoires qui sont exploités par la Chine en fait. Et cette idée-là, il faut le garder en tête. Faut pas que les Chinoises non plus les Chinois pardon, se disent que oui, on est en train d'aider ces peuples. Pas du tout. Vous êtes juste en train de nous exploiter. Donc cette idée-là, faut pas l'oublier. Et chez les Chinois, les étudiants notamment qui viennent étudier en dehors de la Chine, que ce soit en Occident, enfin que ce soit en Europe pardon, ou aux États-Unis, il y a ce déclic à un moment où ils commencent à faire des recherches sur la Chine et ils commencent à se rendre compte. Vraiment, je pense que ça doit être un syndrome maintenant parce que vraiment, tous les étudiants chinois passent par ce moment-là, un moment ou un autre. Et à ce moment-là, ils commencent à se poser des questions. Et j'ai même des amis qui font partie des grandes universités chinoises que j'ai rencontrées, que ce soit en France ou dans les autres réseaux. J'ai pas envie de trop développer là-dessus parce que j'ai pas envie qu'on découvre qui ils sont. Et qui nous disaient que même dans les grandes universités chinoises, parfois, ils créent des sites pour justement un peu critiquer le régime en place. Et bizarrement, l'administration arrivait toujours à trouver qui était derrière et à démanteler stratégiquement. Donc ils ne ferment pas tout de suite le site, ils prennent contrôle du site et à la place des messages de critique d'avant, ils remplaçaient par des messages positifs en disant ah mais finalement c'est très bien ce qu'on fait, etc. Donc c'est vraiment vicieux dans la façon dont ils fonctionnent. Quelle est la politique en place là justement au Tibet? Tu sais comment c'est géré? Le Tibet, c'est dur à dire, hein. Déjà récemment, il y a eu, ils aiment bien trouver des beaux noms pour tous leurs politiques qui ont pour vocation de détruire une culture. Il y a une nouvelle loi qui était passée qui s'appelait la loi d'unification ethnique, où je pense que ça se traduit comme ça. Ça sent pas bon déjà sur le papier. Voilà, c'est quand tu entends unification, tu te dis waouh, ils sont en train d'unifier, mais qu'est-ce qu'ils unifient? Ils sont simplement en train d'interdire le fait de passer des examens, de vraiment d'écrire en tibétain durant les gros examens, etc. Au Tibet même. Alors c'est pas à Pékin où ils n'ont pas le droit de parler le tibétain ou d'interdire, c'est au Tibet même où toute la population parle tibétain. Donc, sans parler de tous les camps bien sûr, il y a les camps de, camps de prisonniers, mais aussi tous les pensionnats coloniaux où les jeunes Tibétains, de leur plus jeune âge, sont obligés d'aller dans des écoles qui sont à des milliers de kilomètres de chez eux pour créer cette rupture entre les générations où les jeunes parleront plus que le chinois. Et dès qu'ils vont rentrer à la maison, ils ne pourront plus communiquer avec leurs grands-parents parce que leurs grands-parents ne savent pas parler chinois. Et pareil, les parents ils ne savent pas parler chinois parce qu'ils ne sont pas en Chine, ils sont au Tibet. Donc ils arrivent à avoir cette nouvelle stratégie de créer une rupture entre les générations qui fonctionne très bien. Ça existe encore les écoles tibétaines justement qui apprennent l'histoire du Tibet? L'histoire du Tibet, la véritable, non, parce que la véritable histoire, tout le monde la connaît. Le Tibet a toujours été un pays indépendant, mais l'histoire, je pense la fausse histoire qui est racontée dans ces écoles-là, c'est le narratif promulgué par la partie communiste chinoise, qui d'ailleurs essaye de l'implémenter dans nos institutions publiques en France, que ce soit de par les universités publiques ou des musées tels que Musée Guimet. Donc récemment, dans des musées, dans un musée français, ils ont effacé le mot Tibet. Donc on se demande pourquoi et on se rend compte que il y a eu parmi les donateurs, il y a des Chinois qui sont très proches de partis communistes, en Chine, qui ont fait des très grosses donations. Mais également, dans le conseil administratif, il y a des gens qui ont des liens très étroits avec la partie communiste chinoise. Donc, quand tu fais le lien de toutes ces choses-là, tu peux pas dire que c'est un hasard que le nom Tibet soit effacé. Et puis, là, ils sont en train de mentir aux nouvelles générations françaises ouvertement devant tout le monde. Là, c'est plus un problème tibétain, c'est un problème d'ingérence en France.
Donc, Oui, ils essayent d'effacer en fait le Ah mot oui. Tibet, peu importe. ah oui, ils essaient d'effacer déjà du musée, mais c'est pas seulement le musée. Ils ont récemment fait, non pas récemment, mais quelques mois, fait des expositions justement durant une ancienne période où l'empire tibétain était très puissant. Mais sauf que l'empire tibétain, le nom a été remplacé par une nouvelle terme qui a été inventé après par des soi-disant experts chinois. Le mot a été remplacé par Tubo, qui n'a jamais existé dans l'histoire, si ce n'est très récemment. Et ça a été validé par le musée Guimet, qui est censé être musée qui défend l'histoire, quoi. Donc ça, c'est des choses qui me font poser des questions, non seulement en tant que Tibétain, mais en tant que Français également, parce que Musée Guimet, ça reste une très grosse musée, super connue à l'international, en tant que très bon musée français, quoi. Tu le disais, et on le sait tous très bien, de toute façon, la culture, elle passe aussi par la langue. Tu parles, toi, tibétain, c'est tes parents qui te l'ont appris. Quelles ont été les premières choses que tes parents t'ont appris sur le Tibet? Sur le Tibet, je dirais déjà la langue. Nous, on a une règle qui est que à la maison, on parle tibétain, en dehors, on parle la langue dont on a besoin. Et je suppose que quand tu auras des enfants, ce sera pareil, tu vas apprendre. Oui, bien sûr. Là, c'est un peu la norme. Et puis, c'est pas un truc seulement pour les Tibétains. C'est vraiment toutes les personnes qui ont des origines devraient faire ça parce que c'est une richesse. C'est une richesse qu'on devrait la garder. Et un jour ou l'autre, ça vous servira. Et un jour ou l'autre, si vous n'avez pas transmis ça à vos enfants vous en voudront parce que le monde va leur rappeler qu'ils ne sont pas originaires de France. Autant leur apprendre dès le début d'où ils sont venus et pourquoi ils sont en France et pourquoi ils sont français et leur origine. Ça, c'est très important, je trouve. Dernière question là-dessus. Du coup, vous êtes quand même une certaine communauté tibétaine en France. Est-ce que toi et les personnes que tu connais se sentent tibétains, français, un peu des deux? Voilà. Et est-ce qu'il y en a certains qui ont encore de la famille directement là-bas? Alors, pour répondre à ces questions, c'est une question assez longue, je dirais ça fonctionne par phase. Quand on est jeune, quand on est à l'école, quand on se rend compte qu'on est différent des autres, on a envie d'être comme tout le monde. On a un peu envie de nier notre identité, Donc, on a envie de se dire, non, on n'est que français. Mais en grandissant, on se rend compte que dire qu'on n'est que français, c'est tout simplement pas vrai. On a une autre identité en nous. Petit à petit, on commence à assumer de plus en plus. Voilà, je pense que ça fonctionne par phase. Et c'était quoi la deuxième question? Deuxième question, c'est est-ce qu'il y a encore des personnes de la communauté qui ont encore de la famille là-bas que toi tu connais? Oui, plein. Parce que, moi, si je peux me permettre d'être devant toi et de faire cet échange, c'est justement parce que j'ai plus de famille au Tibet. Donc, je sais que la Chine n'a pas de moyens de pression sur moi. Mais j'ai plein d'amis qui ont encore de la famille là-bas, que ce soit des Tibétains ou des Chinois, ou même des Mongols. Ils ont encore de la famille là-bas, donc ils ne peuvent pas se permettre de justement de venir devant les médias, de faire des interviews, de parler de leurs ressentis. Et ces amis-là, c'est un peu également pour eux que je suis devant toi, parce que eux, ils ne peuvent pas se permettre. Moi, j'ai l'opportunité et je peux me le permettre. Donc il faut que je le fasse. Et ça me rappelle un truc, c'est dernièrement, je vois de plus en plus d'influenceurs aller en Chine, aller au Tibet même, ils disent à quel point le pays est beau, pas de doute là-dessus. La culture chinoise, c'est quelque chose qui est magnifique, qui est beau à regarder, qui est à préserver, mais après, ils mentent sur la façon dont les Tibétains sont traités, dont les Ouïghours sont traités. Donc ça, je ne comprends vraiment pas pourquoi ils mentent en fait. Ils en parlent volontairement ou ils ignorent le sujet? Il y a ces deux trucs. Parfois, ils ignorent. Quand ils ignorent, je me dis juste, ok, il n'en a pas parlé. Bon, au moins, il n'a pas fait de la il n'a pas fait de la propagande. Mais ceux qui en parlent volontairement, c'est eux que je ne comprends pas. C'est pourquoi vous faites ça. Il y a ce truc de est-ce qu'ils sont payés, mais
mais voilà, donc moi c'est une question, j'en ai vu plein des influenceurs français, enfin francophones, anglophones, faire ça et vraiment pourquoi vous faites ça quoi? Si vous le faites pas, vous allez réussir à vivre très bien votre vie, hein. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour vivre votre vie. C'est pas pour quelques centaines d'euros que vous devez abandonner toute une partie de la population mondiale quoi. Donc, comme tu le disais, oui, toi, tu n'as plus de famille qui est là-bas. C'est pour ça que tu peux parler ouvertement de ces questions-là. J'ai plus de famille là-bas, mais c'est également moi j'ai été séparé de ma famille, donc probablement j'ai de la famille, mais je ne les connais pas. Donc eux ne me connaissent pas non plus, donc voilà, il y a vraiment eu cette rupture entre les Tibétains à l'intérieur et à l'extérieur. Tu as déjà essayé de faire des recherches? Non, j'ai jamais essayé, et puis non, si jamais je découvre que j'ai de la famille là-bas, donc comment réagir parce que je me dirais ça sera pas bénéfique pour eux de savoir qu'ils ont de la famille qui justement qui est activiste en dehors du pays. Ça pourrait potentiellement les mettre en danger, donc je préfère ne pas le faire non plus. On va parler un petit peu plus de votre association maintenant. Bien sûr. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement ce que vous faites avec, je ne sais pas si on dit VTAG en français ou VTAG? VTAG. VTAG, ok. Voilà, ça a été pensé en anglais, donc quand on le dit souvent c'est avec l'accent anglais. Ok. Donc VTAG, c'est une association qui existe depuis maintenant un peu plus de 5 ans et qui avait vraiment pour but de créer une plateforme en fait pour les jeunes, principalement pour les jeunes, pour qu'ils puissent se réunir et défendre la cause tibétaine et faire rayonner la culture tibétaine partout dans le monde en fait. Parce que nous, les Tibétains, à cause de notre situation ou grâce à notre situation, partout où on va, on peut trouver des Tibétains. Oui, vous êtes vraiment de partout dans le monde. Ah oui, pour le coup, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique, au Moyen-Orient, vraiment, on est partout. Comme je t'ai dit, VTAG, c'est vraiment une association qui est basée partout. Mais chaque entité est indépendante. Donc chacun a sa priorité. Nous, en France, notre priorité, c'est la culture et les jeunes. Donc l'idée, c'est de guider les jeunes, de leur faire comprendre un peu comment fonctionne le système français. Parce que faut se rendre compte que souvent en fait c'est des réfugiés, leurs parents ils sont dans des situations assez précaires, donc ils sont obligés de travailler, de faire des très longues heures, plus de 40-50 heures par semaine, donc ils n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de leurs enfants. Donc eux, on leur propose justement on leur explique justement le fonctionnement éducatif français, de leur dire que regardez, il y a des opportunités et il faut réussir à les saisir. Parfois, on peut trouver ça inégal, etc. Mais si on travaille dur, il y a quand même des portes qu'on peut ouvrir. Donc ce message-là, c'est un truc qu'on essaie de le faire passer aux jeunes. Ça, je regardais sur votre site internet, vous avez mis, bon alors c'est sûrement la traduction anglaise, que vous faisiez un peu de lobbying. Est-ce que tu peux m'expliquer C'est vrai que cet aspect-là est mis dans notre site internet, mais ça décrit vraiment ce qu'on fait dans la globalité et pas ce qu'on fait en France. En France, par exemple, pour le côté activisme, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de contacter des maires, des sénateurs. On a un groupe d'amitié France-Tibet au Sénat d'ailleurs, et on essaie de maintenir cette relation et de dire vraiment aux politiciens français que le problème du Tibet, c'est pas seulement un problème qui concerne seulement les Tibétains. Si on fait, par exemple, la guerre Russie-Ukraine, elle a un impact direct et un lien direct avec le Dalai Lama. Tu me diras comment. C'est très simple parce que en Russie, la plupart de ces armes, etc., enfin, peut-être pas les armes, mais la plupart des outils qu'ils utilisent viennent à 90% de la Chine. La Russie devient de plus en plus dépendante de la Chine. Ensuite, de l'autre côté, tu as l'Ukraine, 40% de ses drones viennent de la Chine. Donc la Chine joue sur les deux terrains. Et plus le conflit dure en Russie et en Ukraine, plus l'Europe devient plus faible. Et également, les États-Unis deviennent de plus en plus faibles. Et ensuite, à cause de ça,
la Russie devient de plus en plus dépendant de la Chine, pardon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 grosses régions en Russie qui sont totalement bouddhistes, donc qui suivent la foi du bouddhisme tibétain. Donc, donc plus la Russie deviendra dépendante de la Chine, plus la Chine pourra avoir un très gros contrôle sur ces 3 régions-là. Et à partir de ça, ils pourront avoir un contrôle sur les bouddhistes qui sont dans cette région et qui pourront essayer de déjouer, non, pas déjouer, c'est pas le bon mot, mais d'implanter leur Dalai Lama eux. Est-ce que vous avez des problématiques aujourd'hui avec Vitag? Problématique, ça serait pour le moment en tant qu'association, pas trop, parce que on a des membres motivés, en tant qu'association, on n'a pas de problème. Mais je dirais, on a ce souci que les Français pensent que on est en train de faire des actions que pour les Tibétains. C'est pas du tout vrai. Nous, on est franco-tibétains et on a déjà perdu notre pays une première fois. Et là, on est en train de voir notre deuxième pays, notre pays d'adoption, se faire envahir petit à petit par une partie communiste chinoise. Donc nous, on essaye de vraiment faire comprendre aux Français que, attention, ils sont là. Donc nous, c'est sur ce côté-là qu'on a du mal en fait, on a du mal à sortir de ce truc de on n'est que tibétain et qu'on est que en train de défendre la cause tibétaine. En fait, il y a aussi le fait qu'on soit franco-tibétain et qu'on essaye d'également dire aux Français que, attention, il faut qu'on fasse attention à ce qui arrive en fait. Si on peut vous aider, est-ce que je ne sais pas comment on peut aider Vitag alors aujourd'hui? Premièrement, je pense qu'on a pas mal de projets dans l'année où on essaie justement de partager notre culture. Et ce que vous pouvez faire déjà, c'est de parler, c'est de parler du Tibet autour de vous. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la jeune génération maintenant, qui sont de la génération juste après moi, ne connaissent pas du tout le Tibet. Donc eux, ils vont s'éduquer avec TikTok, avec les réseaux sociaux. Mais sauf que sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de propagande chinoise. Tu as pu le remarquer sous tes vidéos, il y a pas mal de robots chinois qui te répondent. Et à chaque fois, c'est le même script. Donc à chaque fois, ils te parlent des mêmes sujets. Donc tu te rends compte qu'ils sont là, les robots, et ils deviennent de plus en plus performants. Donc avant, c'était vraiment des comptes, tu pouvais deviner que c'était des robots parce qu'ils followaient tout le monde, ils avaient 0 follower, ils n'avaient pas de photos et c'était facilement dénichable. Maintenant, c'est vraiment, tu as l'impression que c'est des vraies personnes qui commentent. Donc il y a vraiment cet aspect-là auquel il faut faire attention. Et surtout pour les jeunes, en fait, ne pas s'informer sur TikTok. Surtout pour ce sujet-là, parce que c'est vraiment une arme aussi dangereuse que la bombe atomique ou alors l'IA maintenant. Donc, Tu sais combien il y a de Tibétains je dirais, avant 1949, est-ce que tu sais à peu près ou même maintenant? Avant, il y a des estimations qui disent qu'on était à peu près plus de 6 millions. Donc après l'invasion, que ce soit par impact direct ou indirect, il y a eu plus d'1 million de morts, donc 1/6 de la population décimée. Et ensuite, maintenant, la population, elle est à peu près 6 millions ou 7 millions, je dirais. Mais le souci maintenant, c'est qu'il y a eu plein de colons chinois qui ont été envoyés au Tibet. Donc, petite stat qui fait peur, c'est que Lhasa, le capital du Tibet, maintenant, il y a beaucoup plus d'ethnie Han que de vrais Tibétains. Donc, est-ce qu'on peut les comptabiliser dans les Tibétains? Je ne sais pas. Et dans la diaspora, j'ai vu une étude qui disait qu'on était seulement 2% de la population en dehors du Tibet. Donc, c'est quoi cette ethnie Han? Les Han, c'est l'ethnie majoritaire chinoise. Okay. Donc c'est le peuple originel, je ne sais pas si on peut dire ça. Donc c'était le peuple qui était eux-mêmes d'ailleurs, qui était sous l'emprise des Mandchous pendant très longtemps, la dynastie Qin d'ailleurs.
souvent ils utilisent cette période-là pour dire oui, le Tibet a toujours fait partie de la Chine parce que, regardez, sous les Qin, enfin sous la dynastie Qin, ou je ne sais plus comment ils l'appellent, le Tibet était sous la domination de cette dynastie-là. Alors que pas du tout, le Tibet était sous protectorat parce que le Tibet, historiquement, sa richesse, c'était sa culture. Même les Mongols, quand ils sont arrivés au Tibet, ils ont exporté la religion tibétaine chez eux. Donc nous, c'était ça notre richesse. Notre richesse, c'était pas notre armée, enfin du moins à cette époque-là. Bien sûr, avant, à l'époque des grands rois tibétains, l'empire, elle était très grand. On était même allé jusqu'à Pékin, enfin la capitale de la Chine à l'époque. Donc on était une très grosse armée, mais c'est juste petit à petit, la société, elle évolue. Donc d'une empire, on s'est transformé dans un pays qui était très à majorité croyant bouddhiste. Donc ça s'est transformé en une sorte de théocratie. Donc voilà. Et, tu saurais expliquer pourquoi cette culture rayonne internationalement du Tibet? Vous avez vraiment quelque chose de spécifique pour que certaines, tu vois, tu me parlais, c'est quoi, c'est les Mongols qui ont récupéré une partie. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi? Alors là, ça va être vraiment des, des rumeurs que j'ai entendues. Donc pour les Mongols, c'était un moment, quand les Mongols arrivaient pour envahir des territoires tibétains, à un moment, un grand chef mongol, il voulait envahir une région, mais pile à ce moment-là, à chaque fois, en fait, il y avait des écroulements où il y avait des faits naturels qui faisaient qu'il ne pouvait pas. Donc il a vu ça comme un message de Dieu ou je ne sais quoi. Donc il s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose ici. Et c'est comme ça que la relation elle a un peu commencé. Mais entre les Mongols et le Tibet, il y a toujours eu une très forte connexion parce que déjà le Dalai Lama en mongol signifie, le Dalai signifie océan en mongol. Donc en tibétain ça donne Tenzin Gyatso, mais le terme vraiment Dalai ça vient des Mongols, de leur langue qui signifie océan. Donc il y a toujours eu cette connexion entre les Tibétains et les Mongols. On peut même le voir de la façon dont on est habillé. Leurs vêtements ressemblent pas mal aux nôtres. Et on était tous deux des peuples nomades. Donc il y a des fortes ressemblances entre nos deux peuples. On va parler un peu plus de la culture. Donc tu m'as déjà dit un peu ce que représentait pour toi la culture tibétaine. C'est vrai que je dirais qu'il y a un stéréotype un petit peu du Tibet. En tout cas, moi, quand je pense au Tibet, c'est vrai que je pensais à la sérénité, au pacifisme, au bouddhisme. Qu'est-ce que tu en penses, ça, toi? Je pense que c'est très bien, hein. C'est le soft power tibétain. Donc c'est pareil, la France, sans soft power, c'est le pays de l'amour, c'est le pays du luxe, etc. Mais on sait très bien que c'est pas que ça. C'est le soft power français. Et c'est pareil, le Tibet n'est pas définissable seulement par le fait que ce soit un pays de sénérité. De bouddhistes, de zénitude, etc. Donc on a d'autres points dans notre pays, mais c'est notre soft power, donc faut l'assumer. Faut l'assumer. Ouais, et puis il y a pire. Ah bah oui, bien sûr. Donc, est-ce que quand tu as grandi, il y a des choses qu'on ne se rend pas compte, qui sont transmises comme ça, qui viennent de tes parents, d'une culture que vous avez, je sais pas, rituel, routinier, peu importe? Alors on a... dès qu'il y a des événements importants, on se réunit en famille et on fait la cuisine ensemble, notamment les momos. Donc c'est un plat typiquement tibétain, c'est des raviolis cuits à la vapeur. En fait, ce plat-là, c'est pas simplement un plat, c'est en fait toute la préparation derrière. C'est toute la famille qui se réunit ensemble, le petit frère qui prépare la garniture, la maman qui prépare justement tout ce qui est farine, etc. Donc, et le papa qui fait la forme. Donc en fait, toute la famille travaille ensemble. Et on le prépare, je pense, pendant 2 heures. Et au final, on le mange en 10 minutes. Mais en fait, c'est tout vraiment le process du début jusqu'à la fin qui fait que je pense que c'est un truc assez typiquement tibétain. Après, on peut parler des différents petits rituels qu'on fait. Par exemple, avant de manger, on fait une petite prière pour justement dire « Ok, je suis redevable de ce que j'ai aujourd'hui ». Donc, parfois, en tant que Tibétain, on le fait par réflexe. Parfois, il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi ils le font. Par exemple, moi, parfois, je le fais, mais je ne connais pas les significations exactes de chaque mot que je prononce. Mais c'est devenu, en fait, c'est ancré dans ma culture, c'est rentré en moi.
Donc voilà. Mais tu vois, c'est génial, ça, ce genre de choses. En tant que Français, on ne le sait pas du tout, tu vois, on découvre. Donc très intéressant. Est-ce qu'il y a justement, bah, ça rejoint un peu cette question-là, mais des pratiques tibétaines que les Français ne comprennent pas dans la vie de tous les jours? Peut-être pas. Pratique, je ne sais pas, mais je dirais nos prénoms. On a une certaine façon. En fait, nos prénoms sont un peu particuliers. À chaque fois, en fait, ça va par deux. Donc, on a notre nom de famille. Ensuite, on a nos deux prénoms. Pour moi, c'est Tenzin Chögyal. Et en fait, souvent, mes amis non tibétains m'appellent Tenzin, qui n'est pas mon vrai prénom. Mon vrai prénom, surprise, c'est Chögyal. Et en fait, Tenzin représente la personne qui nous a donné notre prénom. Et pour moi, c'était le Dalai Lama. Et le Dalai Lama, son prénom, c'est Tenzin Gyatso. Et en fait, le Tenzin qui est dans mon prénom est là pour représenter le Dalai Lama, pour dire que, ok, mon prénom a été donné par le Dalai Lama. Donc au final... Ok, c'est bon à savoir ça. Ok. Voilà. Ok. Bon, après, dès que mes amis deviennent assez proches, je leur explique et ils m'appellent Chögyal. Mais malheureusement, j'ai pas le temps d'expliquer à chaque inconnu que je rencontre que voilà, il y a une histoire derrière mon prénom, etc. Ah, ça doit être le cas à chaque fois. Ah oui. Moi, le premier, je t'aurais appelé Tenzin, tu vois. Surtout que moi, au lycée, j'y allais avec mon grand frère qui avait le même prénom que moi. Et lui, c'était Tenzin Topjor. Donc, enfin, j'ai fait l'accent français, mais c'était Tenzin Topjor. Mais du coup, au lycée, à chaque fois, on se moquait de nous en se disant ah, chez vous, tout le monde vous appelle Tenzin. Dès qu'on dit Tenzin, les deux se retournent. Bon, il y a eu tous les blagues, hein, mais moi, j'en garde un bon souvenir. Je trouvais ça marrant à chaque fois. C'était pas trop dur, justement, de grandir en France, etc. Pas du tout. Pas Ouais, du tout. ça C'était va. en France. Bien sûr, au début, il y a eu un peu le racisme. Donc, j'étais dans une école où je pense qu'il y avait très peu d'Asiates. Je ne me rappelle pas d'en avoir croisé d'autres, quoi. Et on ne se rend pas forcément compte. Et c'est là où tu te rends vraiment compte que tu es différent des autres. Mais c'est aussi pour ça que j'aime bien Paris. Parce qu'à Paris, tu peux trouver des personnes de tout horizon. Donc, c'est très bien. Ça te permet de voir la richesse culturelle de la France. Donc, c'est très bien, On va parler un peu du Dalai Lama. bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer qui il est? Le Dalai Lama, si on parle du Dalai Lama sans parler du 14e Dalai Lama, c'est un peu compliqué à expliquer, mais si On vous va voulez tout peut-être en savoir, revenir. Ouais. voilà, le Dalai Lama, souvent, en fait, c'est le chef spirituel des Tibétains. Et jusqu'à 2011, c'était également le chef politique. Et ce qui se passe, c'est que nous, on a fonctionné dans ce genre de système depuis toujours, jusqu'à ce qu'il y ait eu l'invasion de la Chine du Tibet par la Chine. Et ensuite, un jour, en fait, le Dalai Lama a simplement décidé de séparer le pouvoir du temple et de l'État, on va dire, et de créer une démocratie parmi les Tibétains. Donc je pense que ça doit être le seul pays qui a fait ça, où vraiment c'était le chef religieux qui a décidé de vraiment séparer le pouvoir politique et religieux. Et contre toute attente, en fait, c'était contre l'attente du peuple. Le peuple ne voulait pas cette séparation. Le peuple voulait que le Dalai Lama garde son pouvoir politique également, mais au final, le Dalai Lama a séparé le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Et depuis, on a eu on a eu 4 mandats présidentiels avec 2 présidents différents. Le premier président, c'était Lobsang Singye, et le deuxième, c'est Pemba Tsering. Tu le disais, le Dalai Lama, Mhm. celui qui était là en 49, il a dû prendre possession du pouvoir à 16 ans. Mhm. Pourquoi? Parce que justement, nous, on avait une façon particulière pour choisir nos leaders. Donc c'était vraiment ancré dans notre culture et c'était une sélection spirituelle qui se faisait depuis des générations et des générations. Et justement, dû à ça, en fait, à l'âge de... Bon, j'ai pas l'âge exact, etc., mais il était très jeune quand il a été désigné comme le Dalai Lama. Donc à ce moment-là, en fait, il a suivi les différentes éducations que les Dalai Lama doivent suivre au niveau spirituel. Et
Et voilà, en fait, il y a cet aspect culturel derrière la sélection des Dalai Lama qui rentre en jeu, que d'ailleurs la Chine essaye de faire une ingération en disant ok, on va abandonner vos traditions là et on va choisir simplement, on va prendre une urne en or et on va prendre un nom quelconque. Mais bon. Pour rappel, ça a déjà été essayé il y a des siècles. Pendant un moment, il y avait 3 Dalai Lama, mais au final, on s'est rendu compte que voilà, en fait, quand le Dalai Lama n'est pas choisi selon la procédure spirituelle qui a été définie, le peuple n'y croit pas, le peuple n'accepte pas ces imposteurs. Donc voilà, c'est une situation qu'on a déjà vu et qu'on le reverra forcément avec la Chine qui essaye de faire une ingérence pour la sélection du prochain Dalai Lama. Mais au final, l'histoire nous rappelle que Ça ne changera rien de toute voilà, façon, vous en aurez un et puis ok. Tu connais quels sont les critères spirituels plus ou moins pour là pour le coup c'est ouais. moi j'ai pas trop de comment dire, je suis bouddhiste, mais dans le bouddhisme, ce qui est bien, c'est on a le droit de croire à certains aspects et pas à d'autres. Donc moi, je me suis pas du tout penché sur tout ce qui était sélection de Dalai Lama, donc je pourrais pas te dire quels sont les processus, etc. Moi, je pourrais simplement te dire que c'est comme ça que ça a fonctionné et le processus a été imaginé par des grands moines bouddhistes de l'époque et poursuivi par des grands moines qui passent c'est même pas des doctorats, mais ils étudient des trentaines d'années, ils doivent connaître par cœur des livres gros comme ça, et ils doivent passer les examens, et c'est connu, l'examen qui passe, c'est connu pour être l'examen le plus dur qui existe au monde. Donc c'est des gens quand même qui ont un certain bagage de savoir, donc moi comme ça je pourrais pas comprendre ce qu'ils font. Donc y a des choses du coup auxquelles tu crois pas dans le bouddhisme là c'est tout le côté un peu, il y a des monstres, etc. Que j'arrive pas à croire. Donc moi je crois par contre au fait que si tu fais le bien, bah, en fait c'est vraiment, je suis assez logique comme personne, donc je me dis si tu fais le bien autour de toi tout le temps, bah, c'est normal si tu es entouré par ce qui est bien. Si au final tu fais le choix par exemple d'être avec des personnes qu'on peut considérer par exemple mauvaises, bah, au final c'est normal si un jour il t'arrive quelque chose de mauvais parce que tu as fait le choix d'être dans un environnement mauvais. Donc voilà, et en fait tous ces aspects-là dans le bouddhisme est très présent et tu sens que en fait dès que tu lis un peu dans le bouddhisme, c'est pas seulement des écritures des écritures spirituelles, mais c'était vraiment des pensées philosophiques qui ont été transmises de génération en génération. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu des mandalas de sable? bah, les mandalas de sable, c'est de l'art en fait c'est de l'art mélangé à la philosophie et une pensée qui est que rien n'est éternel. Et en fait le mandala résume bien cette idée-là parce que des moines passent des journées à préparer une œuvre d'art qui est magnifique, qui est géométriquement magnifique également, qui sont faits à partir de grains de sable. Donc ils passent beaucoup de temps à préparer cette œuvre d'art et qui au final est détruite en un instant. Donc tout ça pour vraiment illustrer cette pensée que rien n'est permanent. Donc je pense que c'est un œuvre d'art qui définit bien la plupart de façons de penser des Tibétains. Oui, puisque c'est eux-mêmes qui le détruisent en fait. Oui, voilà, et puis c'est aussi un message très fort parce que parfois on peut être emmené à passer un très mauvais moment, on peut être dans une période très dure de notre vie, mais quand on pense au mandala, on peut se dire, ok, le message derrière c'est que la situation actuelle ne va pas durer pour l'éternité, à un moment ou à un autre ça va changer, et c'est aussi un rappel pour quand tu es heureux. Tu es heureux parce qu'à un moment ou un autre, tu ne l'étais pas. Il faut savourer à fond ce moment-là parce qu'à un moment ou un autre, tu ne le sauras pas. Donc, c'est beau, c'est beau. Ah oui. Est-ce que tu sais ce que c'est que le bardo? Ça te parle? J'avoue que ça ne me parle pas trop, mais... J'avais trouvé ça sur Internet, il me semble. Alors peut-être que je me trompe. Hein, ce serait un passage entre la mort et la renaissance.
Si ça vous parle pas, Je ne suis pas connaisseur, mais avec ce que j'ai vécu justement, je connais un peu. C'est souvent les Tibétains, on croit au fait que quand tu meurs, avant de partir dans l'une des 6 royaumes dans notre croyance, bah, il y a 48 ou 49 jours durant lesquels tu te balades, tu repars dans tous les endroits que tu as visités durant ton vivant. Et toute cette période-là, je pense que ça s'appelle le bardo justement. Et après cette période-là, c'est justement, on fait une petite prière pour dire ok, parce qu'on croit aussi au fait que ça se trouve en fait le mort, il s'est pas rendu compte qu'il était mort. Donc il a peut-être besoin vraiment de cette période-là pour bien comprendre que voilà, il fait plus partie de la vie et simplement il doit partir maintenant. ok. Et, C'est quoi les 6 royaumes de votre croyance? avant en fait les 6 royaumes, c'est les 6 royaumes justement représentent le cycle de la souffrance. Donc chaque royaume représente un lieu dans lequel tu peux te réincarner. Donc il y a le royaume des dieux, le royaume des demi-dieux, le royaume des monstres, des démons, si tu veux, le royaume des humains, etc. Donc il y a tous ces royaumes-là, et selon la façon dont tu as vécu ta vie, bah, tu vas plus ou moins te réincarner dans un de ces 6 royaumes-là. Et en fait, une personne devient un Bouddha dès lors qu'il arrive à s'échapper de ce royaume-là. Et après, il y a plusieurs façons de voir les choses. Donc, où on peut voir ces royaumes-là comme vraiment des vrais royaumes, des mondes différents à part qui existent. Donc quand on meurt ici, on va se réincarner dans un de ces autres royaumes-là. Ou alors on peut voir ça comme une situation dans laquelle on va se retrouver à notre naissance. Donc par exemple, si tu étais dans le royaume des dieux, bah, c'est peut-être tu te renaîtras dans une famille très aisée qui aura très peu de problèmes, donc tu auras beaucoup plus de chances d'avoir une belle vie. Ou alors si tu nais dans un royaume qui est par exemple si tu nais dans une situation où ta famille est très précaire et tu auras beaucoup de souffrances durant toute ta vie, bah, c'est peut-être le royaume où il y a les souffrants. Donc voilà, après ça c'est des débats philosophiques, donc tout est subjectif. Hein, bien évidemment, voilà. bien évidemment. Pas de problème. On arrive pratiquement à la dernière je dirais, étape de cette interview. On va parler un petit peu de la politique, on l'a parlé tout du long avec la Chine. Est-ce que de manière très rapide, tu peux expliquer ce que fait la Chine à l'heure actuelle sur le Tibet? On en a déjà parlé, donc c'est juste... voilà. Nous, on était un peuple pour qui les montagnes, les rivières étaient sacrées. Donc depuis l'arrivée des Chinois, malheureusement, on voit ces lieux sacrés détruits pour créer quoi? Des barrages, des très grosses barrages d'ailleurs. À l'heure actuelle, il y a le futur plus gros barrage au monde qui est en construction au Tibet. Et bon, parfois on se demande pourquoi ils font ça, parce ils sont en train de faire le barrage dans une zone sismique où il y a très souvent des tremblements de terre. Et après, c'est un truc qui concerne également d'autres pays qui sont autour du Tibet, justement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Tibet, les 8 plus gros fleuves en Asie viennent du Tibet. Donc il y a une stratégie derrière toutes ces créations de barrages. Il y a des centaines de barrages, hein, c'est pas un ou deux barrages qui sont en construction. Donc l'une des stratégies, c'est justement avoir le contrôle sur toute cette eau de source. Le Tibet est considéré comme le 3e pôle parce que c'est là où il y a le plus de permafrost, donc des gros glaces permanents qui sont là depuis une éternité. Donc c'est vraiment une source très importante, surtout à l'ère du réchauffement climatique. Donc bientôt tu verras que on en parlera. Hein. Nous les Tibétains on dénonce depuis plus de 10 ans maintenant, mais le reste du monde très souvent s'en rend compte trop tard. Donc je pense dans 1 ou 2 ans ou dans quelques années on va se rendre compte que bah voilà, encore une fois tout était devant nous mais on s'y est pris encore trop tard. Donc j'espère ne pas avoir à dire à tout le monde, bah, on vous l'avait dit, parce que j'espère qu'ils vont le comprendre avant et qu'ils vont mener des actions. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive le plus souvent.
Et surtout, en fait, arrêter de toucher à nos enfants, quoi. Donc voilà, arrêter de les séparer de leur famille, arrêter de les manipuler. Je dirais, c'est 2 points sur lesquels je porterai une attention. Je fais juste une toute petite parenthèse. Tu me parlais du lithium par le passé. En fait, vous êtes un pays qui a pas mal de ressources aussi. Ah oui, nous, on a un pays. Les 16 métaux les plus importants à notre ère actuelle se trouvent au Tibet. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la Chine est très dure avec notre pays. C'est que perdre notre pays signifie perdre toute cette richesse. Et dans tous les cas, si la Chine, on leur enlève la région des Ouïghours, le Tibet et le Mongolie intérieure, ils ont pratiquement plus de richesse naturelle. On parlait du Dalai Lama tout à l'heure et de la tentative de la Chine de placer eux-mêmes leur propre Dalai Lama. Est-ce que tu peux nous en parler aussi, pareil? Ça, c'est parce que déjà, la plupart des Tibétains, à très grande majorité, on est bouddhiste. Ensuite, il y a pas seulement les Tibétains, il y a aussi une très grande partie de régions de l'Himalaya qui sont des bouddhistes croyants et trois grandes régions en Russie qui sont des bouddhistes croyants. Donc contrôler le Dalai Lama, c'est réussir à contrôler toutes ces régions-là. Donc il y a vraiment un enjeu politique derrière également. Ils essayent justement de politiser notre croyance spirituelle. Donc nous, les Tibétains, ce qu'on dit au Parti communiste chinois, c'est avant de trouver la réincarnation du Dalai Lama, si vous voulez, allez trouver la réincarnation de Mao Zedong. Donc, une fois que vous l'aurez trouvé, là on pourra parler, mais tant que vous n'avez pas fait ça, venez pas nous discuter de Dalai Lama, quoi. Est-ce que tu peux parler aussi des auto-immolations? Je pense qu'il y a certaines personnes qui comprennent pas forcément en fait ce geste activiste. Donc ouais, le fait de s'auto-immoler, ça vient vraiment d'une souffrance et c'est vraiment quelque chose, une action pour dire que en fait, la souffrance qu'on est en train d'endurer est tellement grande que s'immoler, c'est presque plus facile. Donc il y a eu plus d'une centaine de personnes qui se sont immolées, des Tibétains, donc, qui sont parfois même pas juste au Tibet, qui sont parfois en Inde. Donc voilà. Et c'est vraiment, même moi en fait ça me fait mal d'en parler parce que voilà, en fait c'est vraiment une action qui est née du désespoir. C'est vraiment quelque chose où les Tibétains qui se sont immolés se sont dit ok, la seule façon dont ils comprennent ma souffrance, c'est qu'ils me voient vraiment littéralement souffrir le martyre. Mourir par immolation, c'est probablement l'une des pires façons de mourir. Donc voilà. Et c'est d'ailleurs un truc qu'on ne veut pas faire et qu'on demande aux Tibétains de ne pas le faire justement parce que c'est super dur, quoi. Sur Va voir ailleurs, on essaye d'être un média quand même assez optimiste, même si des fois c'est complexe pour garder la banane, quoi. Si demain le Tibet devient libre, ce qu'on souhaiterait, qu'est-ce que tu fais, toi? Ça dépendra. Parce que si je sens qu'il y a un besoin d'un étudiant comme moi qui a étudié la finance pour, par exemple, travailler dans les banques tibétaines, etc., je vais partir au Tibet, mais je n'oublierai pas la France. Je ferai des allers-retours entre la France et le Tibet. En fait, souvent, après ce genre de questions, il y a une autre question qui vient, c'est est-ce que tu partirais au Tibet ou tu resterais en France? Pourquoi faire le choix? Je peux faire les deux. Là, maintenant, on a des avions, on a des moyens de transport qui sont exceptionnels, donc on n'a pas besoin de faire ce choix-là, on peut tout simplement faire les deux. Je sais pas du tout comment ça se passe. C'est vrai que tu me parlais de youtubeurs qui vont là-bas, etc. Bon, peut-être que toi, avec ton activisme, c'est peut-être pas forcément souhaitable que tu rejoignes le Tibet à l'heure actuelle. Par contre, quelqu'un de lambda qui veut aller au Tibet, c'est quelque chose de tout à fait... C'est possible, mais je t'invite à essayer, je vous invite à essayer d'ailleurs, vous allez voir. Vous allez avoir le visa pour la Chine. Ensuite, pour rentrer au Tibet, vous allez devoir avoir un autre visa. Si vous voulez
visiter d'autres régions où vous allez devoir passer par d'autres processus encore. Donc déjà, si le Tibet fait vraiment partie de la Chine, pourquoi il y a tous ces différents process en fait? Et pourquoi vous nous imposez des guides pour découvrir simplement les pays? Pourquoi vous avez peur en fait? Donc c'est aussi un truc que je trouve ça marrant parce que c'est très facile de faire peur au gouvernement chinois. Il suffit d'être tibétain, parler tibétain et parler aux gens de notre culture. Donc je trouve ça marrant. Pour moi, on a fait le tour des questions. Merci beaucoup déjà d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est trop bien, trop intéressant. Je laisse toujours, comme je te l'ai dit, le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux mettre en valeur? Déjà, j'aimerais te remercier d'avoir offert cette opportunité. J'aime beaucoup ta chaîne parce que la façon dont tu justement décris les cultures, c'est avec tout en gardant un recul sur le fait que tu ne juges pas avec ta vue comment dire, d'occidental. Tu arrives à te mettre à leur place et te dire, mais s'ils font ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc si vraiment les gens ne faisaient que... n'avait que le regard extérieur sur la culture, c'est très facile de juger. Hein. On peut très bien juger la culture française. Imaginons quelqu'un qui ne connaît pas du tout le français, il vient en France. Je pense qu'il trouvera plein de choses bizarres que, que les gens feront en France, quoi. Souvent, l'exemple qui revient, c'est « Ah, les Français mangent des grenouilles ». Bah, bien sûr, si tu ne connais pas du tout les Français, tu vas penser que toute la France mange des grenouilles tous les jours, alors que jusqu'à maintenant, je ne me souviens pas d'avoir vu un Français autour de moi manger des grenouilles tous les soirs. Voilà. Donc, voilà. Et en fait, c'est des clichés, etc. Et il ne faut jamais les juger sans comprendre pourquoi. Donc voilà, je te remercie de la façon dont tu parles des cultures des autres. Si tu avais une seule chose à dire pour finir aux Français qui nous regardent par rapport à la culture tibétaine, ce serait quoi? Je dirais de faire le plus de bonnes actions possibles. Parce que souvent, en fait, on est tellement pris par le travail, on est tellement pris par ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, qu'on oublie qu'on vit en société et que faire une bonne action, ça peut faire un effet domino où au final, ça améliore vraiment la vie de tout un pays ou tout le monde entier, je dirais. Donc vraiment, si on peut essayer de faire une bonne action chaque jour. Magnifique. Et ben merci beaucoup en tout cas à toi. Merci à toi. Allez, ciao ciao.